Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter le changement. Ça se passe où et quand dans le cerveau? Il s'agit d'une approche spatio-temporelle de la conduite du changement. C'est quand les neurosciences se mettent au service du processus d'accompagnement au changement et j'illustrerai mes propos avec des exemples issus du coaching. Et cela sera valable pour tout type de changement au sens large, comme par exemple l'arrivée d'un enfant qui vient bouleverser votre vie. La retraite, par exemple, voilà, ça y est, c'est le moment. Vous partez à la retraite, vous êtes libéré, délivré. Ou par exemple une rupture conventionnelle. Vous rompez votre contrat avec votre entreprise, voilà, pour une nouvelle vie. Ça peut être aussi également, simplement des demandes de j'aimerais être plus assertive, trouver ma place, savoir dire non, et tous les changements que vous pouvez imaginer. Dans le cadre de mes accompagnements, en fait, le changement va concerner différents aspects. Moi, je vais travailler avec mes clients sur leur perception du sommeil. Leur perception du sommeil, mais aussi leur perception de leurs problèmes de sommeil. On va travailler sur la perception des médecins, de l'impact de l'insomnie sur leur corps, du lâcher-prise des solutions existantes pour le sommeil, des nouvelles habitudes, etc., etc. Et comme vous le voyez, je n'ai pas marqué, on va travailler sur le changement de. Euh, voilà, mon accompagnement, donc c'est un exemple, hein, donc moi ça s'applique au sommeil, mais vous pouvez l'appliquer sur votre propre thématique. Euh, L'idée c'est que nous on a un cheminement, on a un accompagnement que l'on va proposer à la personne. On sait que le chemin proposé, si on l'a pensé comme ça, c'est qu'il y a une logique, en tout cas qui nous est propre dans notre monde intérieur, c'est logique, il y a un processus. Néanmoins, ça reste que des propositions. Voilà. Nous, on va venir travailler sur la perception, proposer des nouvelles visions, des nouvelles choses, et qui vont peut-être à terme apporter un changement. La personne vient avec une demande, donc a priori elle a envie de changer quelque chose. Néanmoins, elle va avoir, euh, elle va avoir la possibilité ou non de changer et la proportion du changement lui appartiendra dans chacun des différents domaines, des différents sujets qui vont être abordés tout au long de l'accompagnement. Dans le cadre de mon accompagnement, j'ai personnalisé le cerveau. Je lui ai donné un petit nom. Je l'ai appelé Tom. En fait, la raison pour laquelle je lui ai donné un petit nom, c'est pour que quelque part, on vienne en fait refaire la paix avec cet organe, que des fois il nous rend fou, on a envie qu'il arrête de tourner en boucle ou qu'il arrête de s'accrocher à des idées négatives comme cela. Et ben non, en fait, l'idée, c'est de venir redécouvrir, refaire copain-copain avec cet organe qui fait quand même partie de nous. Et donc, dans cette présentation, l'idée est de venir voir où est-ce que ça se passe dans l'espace, c'est-à-dire à quel endroit dans le cerveau ça se passe dans le processus du changement, et aussi dans le temps, en fonction, voilà, il y a plusieurs étapes dans l'accompagnement au changement, et ça ne va pas se passer au même endroit à l'intérieur du cerveau. Pour commencer, nous allons partir d'un modèle simple du cerveau, en trois espaces. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cortex. Donc pour commencer, le cerveau reptilien, on entend reptile, ça sent le vieux lézard, tout ça. Eh bien oui, c'est une zone qui est chargée de nous protéger, qui est à l'origine de notre survie, que nous avons hérité du passé, de la préhistoire. Parce que oui, notre cerveau évolue quand même sacrément moins vite que nos téléphones portables. Et donc, lui, son but, ça va être de déclencher en fait une réaction chez nous pour pouvoir nous mettre en sécurité. Il va être associé, très très proche, du cerveau limbique, lui qui est le siège qui va réceptionner en fait toutes les informations provenant de nos cinq sens. Il va capter tous les stimuli extérieurs. Et ces stimuli, ces informations, hop, vont être canalisées pour générer une sorte de déséquilibre. Ces déséquilibres, c'est les émotions, qui va nous permettre, motion comme mouvement, de nous mettre en mouvement. Ça va nous mettre en mouvement pour venir rectifier ce déséquilibre. Et enfin, vous allez avoir la zone du cortex ou néocortex, qui est la zone en fait d'adaptation de votre cerveau. On est vraiment, voilà, autant les autres, on est plutôt sur quelque chose d'automatique. Là, on est vraiment sur une zone qui est capable de gérer les situations nouvelles.
Et c'est la seule zone finalement du cerveau qui est vraiment consciente, qui est dans l'ici et maintenant. Donc à des fins pédagogiques, on va se baser sur le modèle de Kahneman de 2011, qui définit deux systèmes de la pensée. Donc d'abord, le système 1, qui est le mode automatique. Ce mode automatique, ce cerveau automatique, regroupe à la fois le limbique et le reptilien. Ça va nous permettre d'aborder des notions telles que les croyances, les habitudes, les biais cognitifs, les raccourcis, les réflexes, les réactions instinctives, etc. Une chose qui est intéressante à savoir, c'est que les informations qui y sont stockées, elles sont immédiatement disponibles, immédiatement accessibles et nécessitent extrêmement peu d'énergie pour y avoir accès. Et en général, elles se manifestent de manière totalement inconsciente. Et le deuxième, donc c'est le système adaptatif, le violet, c'est lui qui va permettre d'accueillir la nouveauté et le changement, pour mettre en place, à terme, de nouveaux apprentissages et de nouvelles croyances. Par contre, cette région nécessite énormément d'énergie et près de 80% de l'oxygène qui arrive au cerveau. Donc, euh, l'idée, c'est que, en fait, tous ces automatismes, ces croyances, en fait, cela constitue en fait finalement des barrières que le coaché, dans le cadre du coaching, va être amené à challenger afin d'avancer et de cheminer vers son objectif. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que finalement, le orange, j'ai choisi cette couleur pour illustrer le fait que finalement, le coaché, la personne accompagnée, ou ça peut être aussi donc une personne de votre famille que vous êtes en train d'écouter et qui va vivre un changement, eh bien ça va être d'accueillir le fait que votre coaché, donc dans notre cas, est dans sa zone de lumière, dans sa zone de connu. Vous voyez, on commence à voir la notion de zone de confort aussi. Aussi inconfortable soit-elle pour elle aujourd'hui. Donc voici un récapitulatif en fait des mots que l'on peut associer au cerveau automatique. On va parler de rigide, de connu, d'habitude, de raccourci, de biais cognitifs, d'accès rapide, de comportement réflexe. Et on va y associer un peu le côté inconscient. Et d'autre part, vous aurez donc le cerveau adaptatif. Adaptatif à ce cerveau-là, nous allons associer en fait tout ce qui va être flexibilité, accueil de la nouveauté. C'est l'ici et maintenant, c'est lent, ça demande un effort, on est vraiment dans la partie consciente. Je propose 5 phases dans la temporalité du changement. Tout d'abord la demande. La personne vient avec une demande. Ensuite, il y aura un temps que l'on va accorder pour l'exploration de la réalité de la personne. Ensuite, il y aura, si tel est le cas bien sûr, hein, la prise de conscience. De la prise de conscience viendra le passage à l'action et à terme l'ancrage. Si on fait le parallèle avec le coaching et en particulier avec la méthode du GROW, donc Goal, Reality, Option and Will, donc voilà le parallèle. Donc le goal, en fait, c'est vraiment la demande. La personne vient avec une demande, elle a quelque chose qu'elle aimerait changer pour atteindre un objectif qui lui est propre, qui est bon pour elle. Et donc ensuite, on a toujours ce moment, ce temps que l'on accorde en fait au coaché, dans lequel on vient accueillir toute sa réalité. À l'issue en fait de cette phase du R, ce qui vient mettre un terme à cette phase du R, c'est la prise de conscience. Et là, on passe dans une nouvelle phase en temps 3 qui est les différentes options qui s'offrent en tenant compte de cette prise de conscience, les différentes options qui s'offrent au coaché pour, Will, passer à l'action. Et donc après, il reste une phase qui pour moi est essentielle, qui est l'ancrage. Parce qu'on peut prendre plein de prises de conscience, on peut réaliser plein de choses, on a vraiment de très très bonnes résolutions comme au 1er janvier. Et déjà arrive le 10 janvier, on est déjà dans nos vieux travers. Donc l'ancrage est vraiment une phase clé dans le processus du changement. Donc pour commencer, dans la temporalité du changement, on va commencer par T0, la demande. Lors de l'état des lieux, de l'entretien préalable, la séance préliminaire, lors de la première discussion où la personne vous expose sa problématique, l'accompagnant, au sens large, donc, ou le coach, doit s'assurer de bien qualifier la demande. C'est-à-dire, c'est de s'assurer
que la demande, elle répond à certains critères. Et en particulier, que ce que la personne veut changer est bien sous son contrôle, qu'il est également en responsabilité vis-à-vis de sa demande. En gros, si on refait le parallèle avec cette illustration, c'est vraiment de s'assurer que pour la thématique précise qui vous dépose, c'est de s'assurer de l'existence de sa zone violette. Parce que si ce n'est pas le cas, l'accompagnement va être rendu difficile, voire impossible. Donc, par exemple, c'est aussi dans le cadre d'un accompagnement tripartite dans une entreprise, c'est-à-dire que quand c'est pas la personne qui fait une demande, mais qu'on fait une demande pour lui, c'est vraiment de s'assurer que la personne, elle a un intérêt, que ça lui parle, parce que le changement est un processus actif, ça vient de la personne, on n'impose pas un changement. Donc c'est vraiment, vraiment la base, et ça assure le succès, finalement, de l'accompagnement, de la conduite au changement. Alors, j'ai conscience que finalement le modèle de la zone de confort est assez controversé. Néanmoins, ici, il s'agit vraiment d'une proposition. Sur votre gauche, vous voyez en fait le modèle de Kahneman, donc avec en orange la zone automatique, en violet la zone du flexible, de l'adaptatif, et sur votre droite, l'illustration de la zone de confort. Et en fait, ce que je vais vous inviter à réfléchir, c'est que dans ce modèle, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la zone de confort, elle peut être extrêmement inconfortable. Néanmoins, c'est une zone de routine, de connu, que la personne maîtrise. Et selon moi, une zone de confort n'existe que lorsque, en fait, la personne exprime une demande, qu'elle a envie de changer quelque chose. Et en tout cas, ce qui est une certitude, c'est que pour pouvoir atteindre en fait ce changement et pouvoir atteindre peut-être une nouvelle, un nouveau bonheur, atteindre son objectif au sens large, il va falloir quitter cette zone de connu, on va l'appeler plutôt comme ça, qui est une zone en fait où il a déjà ses automatismes, ses références, ses critères, ses croyances. Il sait, c'est-à-dire que même en moment de crise, il sait comment réagir. Ce n'est pas trop coûteux pour lui, il n'est pas en danger. Et j'aime bien cette notion de danger. Si vous voulez, si on voulait simplifier un peu cet espace de la zone de confort, cette illustration, on aurait la zone de confort. On aurait en fait de l'autre côté, excusez-moi, c'est un peu en symétrique. Vous aurez aussi la zone où le changement est possible, et là c'est marqué voilà carrément bonheur sur l'image. Donc en fait c'est atteindre en fait ce fameux changement qui est tant espéré. Et entre les deux, il va y avoir un peu une zone d'ombre, une zone un peu d'inconnu. Et c'est là où résident les peurs, c'est les freins, c'est ce qui va grincer, c'est ce qui fait que la personne, de manière simple et évidente, elle va pas y aller d'elle-même. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle fait appel à quelqu'un, que ce soit un ami pour discuter de sa thématique, ou alors d'un professionnel, d'un médecin, d'un voilà, quelqu'un qui va venir l'accompagner pour envisager peut-être d'adopter de nouvelles habitudes, de voir les choses autrement. Et en fait, c'est dans cette zone où se placent toutes les peurs. Voilà, c'est vraiment un mur. On va avancer sur cette illustration. Et donc nous passons désormais à la deuxième étape qui est le temps T1, l'exploration de la réalité. Au début de l'exploration de la réalité, le client, en fait, il est comme en image que je propose, c'est que c'est comme s'il était bien campé dans sa zone orange, comme accroché à son siège. Euh, Dans l'objectif qui est le sien, en fait, il n'a pas encore tout à fait conscience de portes, de passages qui lui permettraient de passer de sa zone orange à sa zone violette. Donc c'est sa zone où justement de flexibilité cognitive, ce qu'on appelle, et qui va permettre d'accueillir ce fameux changement. La mission de la personne qui accompagne le changement, ou du coach dans notre cas, c'est de mettre en lumière les croyances du coaché. Il y en a d'aller explorer en fait en quoi c'est aidant, comment apporter un peu de l'écoute, de la bienveillance et de la déculpabilisation par rapport à ces croyances qui ont été aidantes jusqu'à maintenant pour plein d'aspects, mais de venir l'inviter à mettre en lumière en quoi c'est limitant pour l'atteinte de son objectif et de venir les challenger. Bien sûr, à ce stade, pour que ce soit possible, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important, c'est de vraiment arriver à construire une relation de confiance entre l'accompagnant et l'accompagné. C'est vraiment fondamental. Et, euh, et on doit en fait créer un environnement de sécurité, d'accord? Par notre questionnement.
d'accueil de la personne telle qu'elle est, et de pouvoir justement lui permettre, l'autoriser à venir ainsi se lever. Donc dans l'image, c'est vraiment, on va inviter le coaché, la personne accompagnée, à se lever de sa chaise et à se rapprocher progressivement de cette interface qui était au départ scellée, qui lui sépare en fait ces deux mondes, ces deux cerveaux, pour venir découvrir un mur. Et ce mur, finalement, c'est, je l'ai matérialisé par un mur de porte. C'est comme autant de nouvelles possibilités et de nouveaux récits de sa vie. L'étape suivante, ça va être la prise de conscience en T2 et ensuite le passage à l'action en T3. À mesure que le coaché progresse, il peut atteindre une prise de conscience cruciale qui va être en fait illustrée sur notre image par le choix d'une porte. C'est lui qui choisit d'emprunter. C'est le fameux Eureka. Donc, ouais, ah là là, j'avais pas du tout vu les choses comme ça. Ou ça peut être aussi beaucoup plus subtil. On sent qu'en fait la dynamique à ce stade de l'accompagnement, elle change légèrement. La personne ralentit, elle réfléchit, elle peut lever les yeux au ciel. Voilà, c'est nouveau pour lui ou pour elle. Ça lui demande du temps et de l'énergie. À ce moment-là, il est vraiment ici, il est ici et maintenant pleinement avec nous. Et, euh, et notre rôle, en fait, à nous, dans tout ça, bien sûr, c'est de ne pas lui dire c'est par cette porte que tu vas l'emprunter. Voilà, c'est vraiment notre rôle à nous, ça va être de l'accompagner pour l'aider à ce que lui fasse le choix d'une porte. Notre rôle à nous, c'est de tenir la torche, finalement, qui éclaire le mur et qui lui éclaire toutes les différentes portes. Et c'est au coaché, à la personne qui est en demande de changement, de faire son choix. Donc ça y est, le client a eu sa prise de conscience. La personne avec qui nous discutions, ça y est, elle s'est dit ah ouais, génial, ouais, c'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça. Et donc notre rôle à nous, ça va être de le féliciter et de l'accompagner dans en fait les nouvelles options qui vont s'offrir à lui en tenant compte de cette prise de conscience. Il est donc de notre responsabilité de laisser libre cours à son imagination afin qu'il envisage tout le champ des possibles. Pour arriver en fait à au dernier instant, au dernier moment de la temporalité du changement, qui est l'ancrage. Ah, l'ancrage. Selon moi, c'est le point le plus épineux de l'accompagnement au changement. La responsabilité donc du coach, de l'accompagnant, de la personne qui écoute, ça va être de guider avec beaucoup d'amour et de bienveillance sur l'ancrage de là ou des prises de conscience. Et de l'encourager finalement, si on parle vraiment d'espace, à rester finalement dans la partie avant du cerveau. Parce qu'en fait, quelque part, euh, c'est vraiment comme si, voilà, ok, c'est comme un peu les résolutions de la nouvelle année, hein, c'est vraiment tout à fait ça. C'est-à-dire que on a vraiment plein de bonnes résolutions, etc. Et au final, c'est un équilibre extrêmement fragile parce que les anciennes habitudes sont tenaces. Les anciennes habitudes, c'est quoi? Ce sont ces fameuses routines, ces biais cognitifs, ces croyances, toutes ces carapaces, ces habitudes de pensée qui sont profondément ancrées et qui vont venir en fait submerger, c'est pour ça que j'ai fait ce petit dessin de deux vagues, qui va venir en fait submerger la personne qui est là dans sa partie violette, mais il est là, il est en équilibre instable. Parce que oui, malheureusement, les vieilles habitudes ont la vie dure et que aujourd'hui, à ce stade en fait de la temporalité du changement, c'est d'accompagner également la personne à ancrer profondément, à créer de nouvelles habitudes, de nouveaux raccourcis pour que en fait ça devienne une partie intégrante de son écosystème. Et voilà, cela revient finalement à l'ancrage. On peut le matérialiser comme le fait de prendre une boulette de violet et d'essayer de le balancer dans le orange. C'est-à-dire que
voilà, là ici, c'est coûteux, ça nous demande du temps, ça nous demande de l'énergie. Et finalement, l'ancrage, la création de nouvelles habitudes, c'est vraiment une manière d'introduire la neuroplasticité, le fait que, eh ben, on crée chaque jour des neurones, ça a été prouvé, même en étant adulte. On crée jusqu'à 700 neurones par jour si on est en pleine santé. Donc en fait, de nouveaux chemins sont possibles, de nouvelles habitudes, de nouveaux raccourcis, de nouvelles logiques. On parle aussi, donc ça nous permet aussi d'aborder la notion qu'il faut, selon les modèles, entre 21 jours et 45 jours pour adopter une nouvelle habitude. Et on ressent bien que simplement se tenir mieux à table ou alors arrêter de fumer, on voit déjà très bien que ce sont deux habitudes totalement différentes et que il y aura des apprentissages qui vont être moins difficiles que d'autres à adopter. Alors, quelle est la recette magique pour pouvoir ancrer des apprentissages, pour pouvoir être capable de lancer justement une petite boulette de violette dans le orange pour faire en sorte que ce soit immédiatement et inconsciemment disponible. Euh, et bien déjà, il y a certains aspects que j'ai notés sur ce transparent qui sont, bah, il faut du temps, il faut de la répétition, hein. Le cerveau, c'est comme un muscle, hein, ça s'entraîne. Comme je disais, en fait, l'idée c'est de créer des nouveaux raccourcis et cela demande vraiment du temps, de la persévérance. Et le dernier, donc avec l'épée, c'est le courage. C'est vrai qu'il faut avoir du courage. C'est très coûteux, hein, d'accord? C'est vraiment très coûteux. Donc, ce sont trois aspects. Néanmoins, j'aimerais en rajouter un quatrième qui, selon moi, est plus puissant. C'est-à-dire que il y a une notion de sens. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un accompagnement au changement avec quelqu'un, vous n'avez pas forcément l'opportunité, le temps, le questionnement, etc., pour pouvoir avoir été chercher l'enjeu ou le sens sous-jacent, la raison suffisante finalement pour faire que ce changement était comme une évidence. Que finalement, oui, ok, c'est du violet, c'est du nouveau, c'est quelque chose bah, qu'on n'avait pas vu avant qui n'était pas ancré. Néanmoins, en fait, c'est tellement puissant que ça devient presque notre nouvelle identité. Euh, voilà, je fais le parallèle par exemple pour les personnes qui ont par exemple une hygiène de vie qui est quand même vraiment pas très bonne, que ce soit par exemple avec une très très mauvaise alimentation ou avec beaucoup de sucre et l'aspect dépendant que ça implique, avec la cigarette, des gens qui ont fumé pendant près de 30 ans. Eh bien, j'ai envie de vous partager cette anecdote, c'est-à-dire que par exemple, je vais vous parler de mon père qui, en fait, a fumé depuis sa jeune adolescence et qui ne s'est jamais arrêté. Et pourtant, il a eu plusieurs affections respiratoires. Il a eu aussi un début de cancer de la vessie. Il a eu également un AVC. Et pourtant, en fait, cela ne l'a jamais empêché de fumer. Toujours à un moment donné, il retombait. Et, euh, et en fait, c'est très récent, donc c'est vraiment une personne âgée maintenant. Et pourtant, il y a 2 ans, ce sont les mots de son petit-fils qui sont venus lui donner un sens suffisant. Et finalement, donc mon fils est venu le voir en lui demandant, en fait, je saurais plus exactement vous dire les mots qui ont été les siens, mais ça a été est-ce que je comprends pas pourquoi tu fumes? Est-ce que finalement t'as pas suffisamment envie de me voir grandir? Donc voilà, c'était à peu près ces mots, bien sûr avec des mots d'un enfant de 7 ans. Mais ce que j'ai aimé, c'est que finalement, c'était pas le temps qui lui a permis d'arrêter de fumer, ni la discipline, ni le courage, mais ça a été le sens, c'est qu'à un moment donné, il y a eu comme une raison suffisante. Il avait conscience que bah, c'était mauvais, ça aurait pu ouvrir plein de champs des possibles, mais ça n'a jamais été suffisant. Et à un moment donné, il a eu cette raison suffisante. J'espère que ce voyage vous aura plu. Je vous remercie pour votre temps et pour votre écoute. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn à Claire Thomas PhD, donc PhD parce que je suis docteur en sciences, ou à contact@objectif-sommeil.com, mon adresse mail. Je reste à votre disposition et à bientôt.